Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Face au Presse Club. Et aujourd'hui, ce Face au Presse Club, c'est un plaisir et un honneur. On va commencer par le plaisir puisque Caroline Pigozzi est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Je dis que vous... Non, non, faut parler. Attendez. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour. Il faut parler bien dans le micro en fait. Vous voyez. Mais il y a déjà une chose qui est sympathique, c'est que les gens ont un stylo. C'est un scoop. Plus personne n'a de stylo, plus personne n'écrit. Là, aujourd'hui, les gens ont un stylo. Ben, ils ont un stylo, ils ont parfois un ordinateur aussi. Grand reporter à Paris Match, membre éminent du Presse Club, hein, évidemment, et on vous voit souvent dans nos murs. Merci d'être là, auteur de nombreux ouvrages. Vous étiez venu nous parler de Pourquoi eux, un livre de portraits dans lequel on pouvait lire d'ailleurs celui de Jean-Yves Le Borgne. Et là, c'est un honneur. Bonjour à vous. Vous êtes avocat depuis un certain temps, on va dire, ancien lauréat de la conférence du stage. Ça veut dire qu'en fait, c'est un... Voilà, vous savez un tout petit peu plaider, puisque c'est un concours d'éloquence, la conférence du stage. Et vous m'avez expliqué pourquoi, devenu en 2010 le premier vice-bâtonnier de l'histoire du barreau. C'est-à-dire que vous avez créé cette fonction depuis 2010. En fait, ce n'est plus un bâtonnier qu'on élit, mais un binôme. Et vous avez été donc le premier. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Garde à vue aux éditions du Cherche-Midi, ça c'était en 2011. Changer la justice, édité et publié au PUF. Et vous publiez donc avec Caroline Pigozzi un livre que je dois être à peu près le seul à avoir dans l'Assemblée, qui s'appelle Accusés, levez-vous. Un livre qui retrace, et photo à l'appui, on va y revenir, mais les procès les plus retentissants ou les plus symptomatiques de l'histoire. Quand je dis que je suis à peu près le seul à l'avoir, attendez, je vais le montrer pour la caméra, c'est qu'on a eu un problème de livraison là en ce moment. Vous savez, il y a quelques petites grèves qui nous embêtent, et ce qui veut dire que si vous n'avez pas pu vous procurer le livre, vous vous inscrivez auprès d'Isabelle Bourdet à la fin de ce Face au Presse Club. On vous l'obtiendra, et puis surtout avec les signatures et les dédicaces de Caroline et de Jean-Yves Le Borgne. Pourquoi ce livre, Caroline? Je me tourne vers vous parce qu'en fait, c'est vous qui êtes à l'origine de ce livre. Je vous signale que là, on est sur un livre qui est édité chez Plomb, mais c'est la collection Pigozzi. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, il y a une collection Pigozzi, c'est la classe internationale. Non, mais ne me faites pas rougir. C'est parce qu'ils avaient peur que comme c'était mon concept, cette collection, ils avaient peur que je parte avec la collection chez un autre éditeur. C'est pourquoi ils me l'ont donné. C'est même encore mieux, quoi. Mais parce qu'à Match, on a quand même... C'est un peu la Kylian Mbappé, si vous voulez, de l'édition, Caroline. Non, mais on a le sens de la photo et on vit avec la photo. Avant d'écrire un texte, on pense à un sujet, on pense à la photo. C'est pour ça que c'est le 4e de cette collection. Alors pourquoi Jean-Yves Le Borgne? C'est parce qu'un sujet en entraîne un autre, que quand j'écrivais le livre précédent, Pourquoi eux, je me disais, il y a un grand professeur de médecine, il y a un grand ceci, il y a un grand cela, il n'y a pas de grand avocat. Et un jour, dans ma cuisine où j'écrivais un article, parce que j'écris sur ma table de cuisine qui est très grande, avec le chien en face, parce que comme ça, quand on a un chien, on ne dort jamais parce qu'il se gratte, il bouge, il rêve. Je vois à la télévision Jean-Yves Le Borgne. Je connaissais de nom, évidemment, je savais qui c'était. Je me dis quand même, ce type, il a du charisme. Il faudrait peut-être que je lui demande d'accepter de donner une interview pour le livre. Donc, on avait un ami commun, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, on ne se connaît pas, il faudrait qu'on se voit. Si on se trouve mutuellement sympathique, vous acceptez l'interview, autrement on oublie. Et il m'a dit d'accord. C'est comme ça qu'on a fait un chapitre dans le livre précédent et que l'idée est venue de faire ce livre parce que l'éditeur à ce moment-là m'avait dit mais est-ce que vous avez une nouvelle idée? J'ai dit oui, voilà. Et surtout je voulais qu'il accepte parce que comme c'est un binôme, ces livres, il faut le faire avec quelqu'un avec qui on s'entend parce que l'idée c'est de jamais se brouiller avec son co-auteur et de garder, moi quand j'écris, j'ai sur mon bureau un texte merveilleux de Dominique Lapierre qui s'appelait Frère de plume, qui était Larry Collins. Voilà. C'est facile de travailler avec Caroline Pigozzi? Écoutez, de manière générale, je ne sais pas si c'est facile, mais je ne crois pas que nous ayons eu beaucoup de difficultés pour faire ce livre. On avait, qui plus est, une répartition des choses qui étaient assez simples et claires. Vous avez pu observer qu'il y a dans le livre certains chapitres judiciaires
qui ne sont pas étrangers au Vatican. Alors oui, elle ne peut pas s'empêcher. On reconnaît l'auteur. Là, effectivement, vous êtes là. Mais je pense que de toute façon, Caroline ferait un livre de cuisine. Il y aurait un chapitre et la cuisine du pape. Oh bah oui, et la cuisine bah voilà, du Vatican, sont gourmands. Je suis en train de lui donner, Ils sont gourmands. Au-delà de la boutade, un avocat et un journaliste, ça fonctionne? Ça fonctionne, je dirais, nécessairement. Il y a dans le processus judiciaire une part très importante prise par la presse. Ce que les journalistes véhiculent de l'analyse d'un dossier criminel n'est pas indifférent à l'avocat. D'abord parce que c'est une opinion qui a une autorité morale, qui peut s'imposer au juge et dont nous avons indiscutablement et nécessairement la plus grande préoccupation. Donc je dirais que c'est une sorte de binôme naturel. L'affaire judiciaire, alors qu'elle soit dans un livre ou qu'elle soit dans l'actualité, est souvent un objet de dialogue entre l'avocat et le journaliste. D'autant plus que dans les partenaires de justice, il n'y a que les avocats qui parlent. Les juges ne parlent pas. Officiellement, en tout cas. Oui, officiellement. Ce qui fait que cette activité commune m'a paru tout à fait naturelle. On va revenir sur le juriste et la journaliste. Ouais, on va revenir sur ce binôme, parce qu'il y a eu évidemment un certain nombre d'affaires retentissantes où la presse a joué un rôle, et ça m'intéresse. Je pense notamment à l'affaire Grégory, mais il y en a d'autres. Alors, un petit mot quand même, Caroline, de la spécificité de ce livre, parce que, et on reconnaît évidemment l'ancienne journaliste de Match, il y a des photos. Oui. Il y a des photos. Or, depuis 1954, on n'a plus de photos, d'appareils photo qui peuvent rentrer dans les prétoires. Oui, mais on peut biaiser. Vous savez, comme si les journalistes biaisaient, enfin. Non, mais on fait des photos avant, on fait après, on trouve une solution, parce que dès qu'on a, c'est une vieille déformation professionnelle, quel que soit le sujet dont on parle, chez nous, c'est une chose complètement concrète. On n'est pas dans le virtuel, il faut la photo. Donc, alors maintenant, c'est d'ailleurs devenu extrêmement compliqué de faire des scoops photographiques, parce que tout le monde fait des photos, tout le monde fait des photos avec son portable, tout le monde triche. Donc, c'est compliqué, la photo. C'est devenu... Mais il y a des photos, donc là, et effectivement, qui sont très fortes. Hein. Oui, mais parce que c'est des photos anciennes, je dirais, et... Je ne veux pas plaider pour la paroisse de Match, mais néanmoins, les photographes de Match sont les meilleurs là-dessus. Il y a un fil conducteur et il fallait avoir le scoop et il faut avoir la photo que les autres n'ont pas. Donc, on a des archives photographiques absolument fantastiques qu'on ne partage pas toujours. Alors, on reconnaît que c'est un livre qui a été fait par une journaliste de Match. Parce que, à la limite, un livre fait par un juriste, on aurait peut-être commencé par l'affaire Calas ou peut-être d'ailleurs historiquement le procès des Templiers. Là, on ouvre par des procès de femmes. Pourquoi est-ce que, effectivement, non mais le choix, parce que voilà, ça accroche l'œil du lecteur. Pourquoi est-ce que ces procès de femmes finalement, ont une valeur émotionnelle beaucoup plus forte? Classiquement, les femmes sont loin du crime. D'ailleurs, statistiquement, c'est exact. Elles ne représentent qu'à peu près 4 ou 5% de la population pénale, par exemple. Donc, c'est un chiffre très faible et on sait qu'elles ne sont pas dans la violence. Mais le problème de la violence, par exemple, encore faut-il en donner une définition. Le crime le plus emblématique commis par les femmes, c'est l'empoisonnement. Alors, l'empoisonnement est-il une violence ? Oui, évidemment, dans la mesure où il conduit à la mort de la victime, mais c'est une violence discrète, subreptice, inattendue, pas véritablement ostentatoire. Et au fond, on a pensé qu'il était utile de classer un certain nombre d'affaires judiciaires
par des thématiques générales plutôt que par un ordre chronologique. Vous parliez d'un certain nombre de procès historiques, mais on a aussi parlé de Jeanne d'Arc. Hein. Absolument. Donc, mais dans un contexte un peu particulier. L'idée était de trouver un mode de classement de ces affaires judiciaires qui avaient jalonné l'histoire, qui ne soit pas strictement chronologique. Ce qui se suit n'a pas nécessairement de rapport. Alors que les femmes, à travers l'histoire du crime, par exemple, c'était intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein. Marie Bénard, les sœurs Papin, Violette Nozière. C'est d'ailleurs tellement intéressant que toutes ces affaires ont été pratiquement suivies de films. Oui, Comme quoi, c'est quelque chose. Casque d'or. Ce sont des sujets, casque d'or. Mais oui. Mais on est tenté quand même l'histoire Parlez bien dans le micro pour le mauvais café. On est assez tenté quand même. Enfin, c'est passionnant les histoires d'empoisonnement. Et pour revenir à la chronologie, il y a aussi une déformation match. Roger Théron disait vous prenez pas le train, vous écrivez, c'est pas un train qui part et qui arrive à l'heure, donc il n'y a pas de logique. Vous voyez, il n'y a pas de chronologie. Il y a notre chronologie qu'on impose. Il disait toujours ça, et c'est une chose qui est restée. Voilà. Jean-Yves Le Borg, c'est différent de défendre une femme ? Oh, pas véritablement. D'abord, la défense n'est pas la même selon que les faits sont reconnus, acquis ou au contraire contestés. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, cette problématique-là est la même. En revanche, lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi, ou de tenter d'expliquer pourquoi l'accusé est passé à l'acte, que l'accusé soit un homme ou une femme, alors là, les phénomènes diffèrent. D'ailleurs, si vous prenez les quelques cas de femmes qui ont été poursuivies dans des affaires criminelles et que nous avons cités, il y a aussi d'autres thèmes derrière tout ça. Il y a celui, je pense aux sœurs Papin, vous en avez sans doute le souvenir. Deux employés de maison qui ont assassiné leur patronne et sa fille. Voilà, hein. Alors là, pour le coup, c'était pas du tout du poison, c'était la violence physique, une extraordinaire violence d'ailleurs qui était à la fois spectaculaire et horrible. Et c'est posé dans la presse d'une manière intéressante à l'époque de cette affaire la question de savoir si c'était l'épiphénomène criminel de la lutte des classes. Donc, à travers les crimes, on trouve, et d'autres thèmes, on pourra les évoquer, se cache en quelque sorte derrière l'action criminelle. Et là, alors, on n'est pas sûr que l'interprétation en lutte des classes des crimes des sœurs Papin ne soit pas une récupération par oui, mais ça dit des choses de notre société. Ça dit des choses de notre société. De toute façon, même la récupération. D'ailleurs, Jean Genet s'était inspiré de cette affaire dans les bonnes, bien sûr. Enfin voilà. Et de toute façon, l'aspect social, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il était évidemment très présent dans de nombreuses affaires de justice. Moi, je repense par exemple, et vous en parlez dans le livre, l'affaire Bré-en-Artois, par exemple, qui était aussi avec une dimension sociale, sociétale, lutte des classes. Enfin, ça dépasse très très largement le simple cadre criminel. Je voudrais qu'on parle parce qu'il y a évidemment un grand chapitre qui est consacré aux erreurs judiciaires. Et alors, je me tourne évidemment sur... la première, c'est l'affaire Dreyfus, mais Patrick Dils, l'affaire Doutreau. Vous avez le sentiment d'avoir vécu beaucoup d'affaires judiciaires, d'erreurs judiciaires ? À titre personnel, je n'en suis pas sûr. Ah non, on n'en sait jamais. On ne sait jamais. Non, mais j'ai toujours, dans les affaires que j'ai plaidées, eu en quelque sorte une vision en deux temps. Dans un premier temps, quand tombe la décision, on est scandalisé. Que l'on ait plaidé l'acquittement et que la décision de la Cour soit celle de la culpabilité, ou que l'on ait plaidé des circonstances atténuantes, les faits étant considérés comme acquis, et la peine tombant dans des proportions qui peuvent paraître excessives. Mais
après quelques jours ou quelques semaines, même quelques jours, on s'aperçoit que l'enthousiasme qui vous portait à une décision qui aurait été différente de celle qui a été rendue n'était peut-être pas aussi fondée que cela. Non, l'erreur judiciaire, elle se pose à travers un autre phénomène sociologique et juridique qui est celui de la révision. Il y a un certain nombre d'affaires, je pense à une affaire emblématique dont nous n'avons pas parlé d'ailleurs, qui est l'affaire Seznec. Oui. Bon, Seznec est au fond l'incarnation de l'erreur judiciaire qu'on n'a jamais voulu rectifier. Il y a eu des tentatives de révision qui n'ont jamais abouti. Et au fond, la révision, c'est une manière de mettre en cause l'autorité de la justice. Si la justice, même après quelques années ou quelques décennies, considère qu'elle a pu se tromper, qu'il faut entreprendre un processus de révision, c'est au fond que la décision de justice est faible, est susceptible d'être attaquée. C'est la raison pour laquelle l'institution elle-même, probablement, peut-être pas d'ailleurs très consciemment, est extraordinairement réservée, pour ne pas dire hostile, à l'idée de révision. Et notamment, dans cette affaire Seznec, il n'y a pas si longtemps encore, on a vu des refus de révision. Omar Haddad, c'était il y a quelques semaines, cette affaire. Omar Haddad, une révision est demandée. Le parquet général, ce qui représente l'accusation, alors l'accusation est un peu particulière en matière de révision, mais le parquet général demande qu'on rouvre une enquête. Ne demande pas qu'Omar Haddad soit encore réhabilité, mais demande qu'on ouvre une enquête, ce qui signifie que celui qui représente l'accusation se dit que peut-être il y a quelque chose qui est passé inaperçu, que peut-être il faut creuser le problème. Et malgré cette demande du parquet général, la Cour décide qu'il n'y a pas lieu. Au fond, plus on chercherait, si on ne s'est pas trompé, plus l'ombre de l'erreur diminuerait l'autorité de la justice. L'erreur judiciaire, évidemment, elle est au cœur du livre, elle est au cœur de la justice. Nous, on peut se tromper quand on est journaliste. Ça nous arrive de nous tromper, mais c'est moins grave. Oui, et puis on ne fait pas d'acte de contrition quelquefois. On attend que les autres le fassent pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas kamikaze, et on se trompe, on ne dit pas trop. Après ça, si c'est exprimé par d'autres, on essaye de se défendre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même l'obsession de toujours chercher la vérité, de toujours enquêter. Ça finit jamais une enquête judiciaire, certes, mais une enquête de journaliste, il y a toujours un truc en plus à faire, il y a toujours un détail à donner. C'est pour ça que le métier est passionnant, et c'est pour ça que maintenant que le métier qui va se faire beaucoup sur Internet est désolant, en tout cas pour les gens de notre génération, je crois. Et vous, comme journaliste, finalement, nous, comme journalistes, on mène parfois une enquête parallèle à celle de la justice. On mène l'enquête de l'enquête de l'instinct, bien sûr aussi, parce qu'il y a l'enquête humaine et puis il y a l'enquête, j'oserais dire, classique. Mais on va toujours sur des chemins de traverse pour essayer de savoir des choses en plus. Bien sûr, c'est ça qui fait finalement le sel du métier, parce que si c'est pour faire une chose complètement conventionnelle, et puis de trouver plus que les autres. Voilà. Et ce chapitre sur l'erreur judiciaire, c'est intéressant parce que y a toujours un doute quand même. Oui, mais il y a souvent un doute. Mais c'est difficile à analyser, le chapitre sur l'erreur judiciaire, parce que c'est devenu une chose historique. Donc, on juge avec notre cerveau d'aujourd'hui des choses souvent très anciennes, dont on n'a pas toujours le pourquoi elles commencent. Et moi, je trouve que c'est des chapitres difficiles et très angoissants à écrire. Enfin, en ce qui me concerne, c'est sûrement beaucoup plus facile pour Maître Le Borgne. Jean-Yves Le Borgne, quand on est avocat, finalement, peu importe l'erreur judiciaire. Quand je dis peu importe, votre métier, c'est finalement défendre votre client. On se dit que la responsabilité doit être sans doute beaucoup plus écrasante pour le magistrat, quand même. Le magistrat, il doit dire une vérité. Mais vous savez, il y a ce vieil adage, quant au mot de vérité, on ajoute un adjectif, c'est que ce n'est pas de la vérité qu'on parle, c'est d'une vérité particulière. Or, la décision de justice, c'est la vérité
judiciaire, c'est-à-dire ce qu'il est apparu vrai aux yeux de la justice. Et là encore, on trouve un autre concept qui se glisse, c'est celui de l'aveu. L'aveu est quelque chose d'extraordinaire en matière de justice parce que ça libère complètement les juges. Il l'a dit, il l'a reconnu, il a dit que c'était lui. Alors, il n'y a plus de difficulté, il n'y a plus de problème. Et vous vous souvenez de l'affaire Dils, Patrick Dils, accusé du meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz, et meurtre qu'il n'a pas commis puisqu'il a été réhabilité. Et c'est qui? C'est Fourniret ou c'est non, Holm. Holm. Je crois, je confonds toujours les deux. Ouais, vraiment. Vous pouvez, c'est le même genre. Voilà, oui. et c'est Francis Holm qui avait, voilà. Mais c'est juste une précision et je vous laisse continuer. Non, parce que Dils donc a fini par être reconnu après de nombreuses années de prison, après avoir été condamné. Il a été reconnu innocent. Mais lors de la dernière audience, ses avocats disaient non seulement on vous demande de l'acquitter, de reconnaître qu'il est innocent, mais on vous demande de le mettre en liberté tout de suite, ce qui n'a pas été fait. Et l'avocat général se lève en disant à un moment du procès, mais vous vous étonnez d'être ici, vous êtes scandalisé, paraît-il, d'avoir été condamné, mais reconnaissez que vous y êtes quand même un peu pour quelque chose, vous avez avoué les faits. Et là, voyez-vous, se situe cette place particulière de l'aveu. L'aveu est une manière de décharger l'autorité de justice de l'analyse et de la responsabilité de la décision. Vous savez, il y avait dans le manuel des commissaires de police, il y a longtemps, peut-être une 50aine d'années. Mais une 50aine d'années, finalement, c'est pas si vieux que ça. Il y avait cette formule extraordinaire, il faut conduire le suspect jusqu'à ce moment de vertige d'où procède l'aveu. Et là, les carottes sont cuites. Parce qu'à partir du moment où l'aveu est recueilli, pourquoi voudriez-vous qu'on se pose des questions ? Là, le dossier est clos. Et là, voyez, il y a justement, à travers cet exemple, une problématique de la place de l'aveu qui fait que la justice n'est plus alors qu'une sorte d'organisation, d'enregistrement d'une culpabilité. Depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, finalement, en France, à la différence peut-être du droit anglo-saxon d'ailleurs, où on met moins l'aveu au cœur de la problématique, mais là je parle sous votre contrôle. Mais quand vous évoquez les temps anciens, il y avait la torture. Bien sûr. Et alors même que la personne avait été condamnée, on la passait à la question, comme on disait, c'est-à-dire à une torture, pour recueillir un aveu pour le cas où elle ne l'avait pas donné. D'ailleurs, savez-vous qui a supprimé la torture dans la justice ? C'est Louis XVI. Bon, qui finalement était un roi assez moderne. Évidemment, ce n'est pas l'image qu'il a laissée dans l'histoire, pour des raisons qui sont évidentes, mais cette torture est particulièrement significative. Plutôt que d'essayer de trouver une preuve dans les faits, torturons, recueillons l'aveu, et alors la décision aura été celle du coupable, qui se sera reconnu comme tel. Caroline Pigozzi, il y a aussi l'exemple, et il y a tout un chapitre sur les procès de Moscou, qui sont... Oui, ça c'est très politique, ça c'est très compliqué. Ouais. Oh, c'est pas très très compliqué. Non, parce que mais enfin c'est des procès très politiques, donc. C'est des procès, d'épuration et qui se fondaient sur l'aveu. Ça marche le micro de Caroline là, non, c'est pas bon. Si, j'avais pas l'impression. Oui, mais ça c'est des procès très politiques dont on connaissait à peu près l'issue. Enfin, je veux dire, on ne va pas appeler ça des procès démocratiques. Ah non, on ne va pas appeler ça des procès démocratiques. Alors parlons de procès démocratiques et parlons des derniers condamnés à mort en France. Oui. Le dernier, c'est 1977. C'est dans votre... Buffet, bon, enfin... Non, c'est bon temps. Le dernier... c'est le pullover rouge.
Je crois qu'il y en a Non. une après. Christian Ranucci. Alors, il y a Christian Ranucci en Non, 76. c'est un mais autre. c'est un dernier. Son nom m'échappe, mais son c'est ni dernier- Ranucci ni Buffet-Bon. Et je la sais, même période. euh, J'ai plus son nom. J'ai dû le noter quelque part. J'ai dû Comment il mais enfin s'appelle bon, peu importe. Et donc, Christian Ranucci, lui, est exécuté en 76. C'est l'histoire du pull vert rouge. Ça fait l'objet d'un film. Vous disiez il y a- qu'il y a eu beaucoup ben, de bien films, sûr, il y a justement. beaucoup Et de ça- films. Et là, il y a d'ailleurs toujours un doute sur sa culpabilité. Oui, absolument. Hmm. Maître Leborgne va l'expliquer. Les doutes sur la culpabilité, ils sont aussi, on en parlait tout à l'heure, liés à la presse. Que vous preniez l'affaire qui porte le nom du pullover rouge, or le pullover rouge, c'était l'hypothèse de l'autre personnage que Ranucci qui aurait commis le meurtre. Je ne veux pas me prononcer, mais cette hypothèse n'est peut-être qu'une hypothèse. Mais il y a à travers ces doutes des analyses parallèles qui sont souvent celles de journalistes. Je pense à l'affaire de la Josacine. Je ne sais pas si vous en avez gardé le souvenir de cet enfant qui, en prenant son sirop, parce qu'elle était un peu malade, a été empoisonnée parce qu'il y avait eu un produit qui avait été glissé dans le sirop. Et l'un des journalistes qui suivait cette affaire, j'ai oublié son prénom, mais son nom est Dumay, qui est un journaliste du Monde, a écrit un livre tout à fait intéressant dans lequel il évoque un certain nombre d'hypothèses alternatives à celle de la culpabilité de celui qu'on poursuivait. Et c'est au fond cette analyse parallèle qui crée le doute. Car on avait monté toute une opération en disant oui, il n'y avait aucune raison pour que ce malheureux veuille assassiner cette petite fille qu'il ne connaissait pas. Oui, disait-on, mais la raison, c'est qu'il pensait que le malade, ce n'était pas la petite fille, c'était le mari. Et le mari de qui ? Le mari de sa maîtresse. Et donc, il a, ce faisant, voulu liquider le mari. Hypothèse qui n'était pas rationnellement absurde, mais qui s'opposait à d'autres hypothèses qui ont été justement suggérées dans ce livre. Alors tout ça nous amène à l'abolition de la peine de mort, puisque Christian Ranucci va être défendu par Maître Badinter. Robert Badinter, qui va... Et- Non Ah non, c'est Lombard. C'est Lombard, absolument. Et Et Badinter, lui, va... Buffet-Bontemps. Non, c'est pas... Enfin, il fait bon temps. Et il va défendre notamment... son nom m'échappe et je ne l'ai pas noté, au cours de ce procès également à Troyes. Oui. Bon, enfin, il y a une autre affaire. à peu Troyes. importe. Patrick Henry. Patrick Henry, absolument, évidemment. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'oublier. Et donc, évidemment, dans cette plaidoirie, il y a déjà en germe ce qui va être l'abolition de la peine de mort. Et d'ailleurs, quand on vous a demandé, et quand Caroline vous a demandé au début du livre de choisir votre photo préférée, c'est une photo de Robert Badinter que vous avez choisie. Oui, c'est une photo de Robert Badinter, à la fois parce qu'il est un avocat emblématique que dans ma génération, on regardait avec les yeux de Chimène, mais aussi parce qu'il est le porte-drapeau de la suppression, de l'abolition de la peine de mort, ce qui n'est pas rien. Je dois à la vérité de confesser que j'ai connu le temps où la peine de mort existait encore. J'ai entendu un avocat général requérir la peine de mort contre celui que je défendais. Vous imaginez ce que représentait ce procès. Aujourd'hui, un procès est toujours lourd. Il s'agit de l'honneur, il s'agit de la liberté, il s'agit de l'avenir d'un homme ou d'une femme, certes, mais il ne s'agit pas de sa tête. Ce qui est déjà un soulagement. Et puis, nous parlions tout à l'heure des révisions, des réhabilitations, des reconnaissances tardives d'innocence. Là, c'est plus compliqué, là. C'est possible aujourd'hui, mais quand c'était la peine de mort, l'irréparable avait été commis et il n'était plus possible d'envisager une quelconque réparation. C'est la raison pour laquelle Badinter porte l'image d'un tournant de la justice et puis peut-être aussi d'un tournant de civilisation. Cette civilisation
qui est soucieuse de l'ordre, comme toutes les civilisations, de la culpabilité, de l'illégalité, comme toutes les civilisations, mais qui est aussi soucieuse d'un degré d'humanisme qui fait que la peine de mort n'est pas concevable et que l'on ne peut pas donner au jugement des hommes ce caractère irrémédiable que la peine de mort portait. Bon, c'est la raison pour laquelle, au-delà de la sympathie personnelle que j'ai pour le personnage, j'ai dit que pour moi, l'illustration de la défense et de l'évolution de la justice, c'était Robert Badinter. Que vous connaissez très bien, Caroline. Ben oui, il y a une photo, j'ai 17 ans, je suis avec lui, là. Bah oui, Oui, je le connais depuis. Vous êtes partout. Non, non, mais je skiais avec lui. Ouais. Et il me parlait, pendant qu'on skiait, il parlait de la justice. Il parlait Oui, oui, en absolument. skiant. Sur le remont de pente. Bon, vous Absolument. slalomiez entre les... Oh, il skiait très bien, parce que tout ce qu'il a fait, il le faisait entre très les bien. Il arguments. montait très bien à cheval. Enfin, c'est un perfectionniste de quoi qu'il fasse. Venons-en à la photo préférée de Caroline Pigozzi, concernant évidemment une affaire judiciaire. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce que Caroline a choisi? Eh bien, c'est une photo du pape. Non, mais c'est une photo qui est effectivement extraordinaire. Oui, mais c'est une photo extraordinaire. C'est une boutade, là. Mais c'est la photo, effectivement, de Jean-Paul II avec Ali Aqsa, qui a été celui qui a tenté de le tuer. La photo avec Mohamed Ali Aqsa, mais moi je l'ai choisi parce que ce qui m'avait fasciné dans cette histoire, je connaissais le journaliste qui avait eu l'idée, un journaliste de l'AFP, qui avait eu l'idée de glisser une caméra par terre, c'était prévu, mais lui il l'a tourné de façon à ce qu'on puisse bien filmer. Et le pape s'est rendu compte, parce qu'il savait tout faire, Jean-Paul II, il en fait du théâtre dans sa jeunesse, il voyait les caméras, il savait toutes ces choses-là. Il a vu comment a été dirigé l'objectif et il a fait en sorte, en parlant à Ali Aqsa, qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres. Et ça, c'est un vieux réflexe des gens de l'Est, évidemment. Ouais. Et donc, c'est ça ce qui m'avait fasciné. C'est pas tant qu'il le pardonne, parce qu'un pape, évidemment, entre guillemets, son métier, c'est de pardonner, on peut s'en douter. Non, mais le face-à-face, quand même, attendez. Non, mais le face-à-face... que le pape pratique le pardon. Non, mais c'est au-delà. On est heureux. Mais au-delà du face-à-face, pour moi, c'est le fait qu'il soit retourné, qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres, parce que ça, c'est un vrai réflexe des gens des pays de l'Est. Vous voyez, c'est qu'il maîtrisait tout et il a aussi pensé à ça. Il était dans le pardon, il était dans une vraie conversation. Il n'avait pas d'illusion sur qui il pensait qu'il avait essayé de le tuer. Mais en plus, il a fait attention à la caméra. Vous voyez, à une époque, on était beaucoup moins, maintenant, les tweets, les machins, les photos. Mais ce n'était pas vrai, il y a à cette époque-là, beaucoup moins. Donc, c'est un homme qui maîtrisait tout. Et au-delà de l'émotion, il a même maîtrisé ça. C'est ça ce qui, moi, comme journaliste, m'a fasciné. Je comprends. Et puis, cette photo, évidemment, elle reste dans l'histoire. On est au Presse Club, hein, quand même, ici. On en vient au rôle de la presse. On l'a évoqué brièvement, mais quel rôle, à votre avis, joue la presse dans une affaire judiciaire et notamment, alors peut-être on pourrait commencer toute la phase de l'enquête. Est-ce que, et moi évidemment, on pense à l'affaire Grégory, où là, on se dit, quand on se regarde, on se dit que la presse n'a pas eu un rôle très, très constructif, quoi, hein, pour euphémiser tout ça. D'abord, l'enquête est secrète. On a le droit de rire, car en réalité, cette enquête secrète, nous la voyons s'étaler dans la presse. Il y a même cette formule que je trouve assez extraordinaire. Dans son procès-verbal de déclaration que tel organe de presse a pu lire, on note que, c'est une formule classique, de telle sorte que cette enquête secrète, l'un des rôles de la presse, c'est de violer le secret. Deuxième temps, il y a le secret de l'instruction. D'aucuns disent que c'est un secret de polichinelle. Et le rôle est alors le même. Il faut avoir des éléments qui, théoriquement, sont cachés. Et puis, pour en venir au rôle de la presse, au-delà de ces violations du secret, il y a après l'opinion que se fait la presse, la thèse qu'elle soutient de la culpabilité, de l'innocence, de la suffisance de l'enquête ou au contraire de sa légèreté. Et tout cela est une image du développement de l'affaire qui est particulièrement importante parce que
l'opinion publique, ce sont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, c'est-à-dire ceux qui reçoivent de l'affaire criminelle ce que la presse leur donne, qui n'ont pas d'accès direct, d'ailleurs pas plus au moment public qu'est celui du procès, où il y a, dans les grandes affaires, beaucoup de journalistes et pratiquement personne qui soit un auditeur simple et banal. Ce qui, d'ailleurs, au passage, pose le problème du caractère public des procès. Faut-il les enregistrer ? Un certain nombre le sont, mais pour des conditions historiques, sans possibilité d'être projetés dans l'immédiat avant un certain nombre d'années. Mais faudrait... Moi, j'ai regardé l'affaire Barbie en DVD. Il y a 6 des DVD, j'avais le pied dans le plâtre, j'ai fait l'intégralité. C'est absolument passionnant et j'ai découvert plein de choses sur la justice, quoi. Oui, ça c'est la dimension historique. C'est pour ça que précisément certains procès à caractère historique sont enregistrés. Mais il y a les autres. Il y a des pays, on les connaît plutôt anglo-saxons, où la court channel est quelque chose qui est banal, qui existe, qui retranscrit les procès. Parfois en léger différé, parfois plus ou moins en direct. Et ça pose le problème de l'introduction d'une analyse populaire, véhiculée, relayée ou pas par la presse, dans le cadre de la décision de justice. Quelle est finalement pour les magistrats et surtout pour les jurés qui parfois, de moins en moins, mais qui parfois sont aux côtés des magistrats professionnels, quel est l'impact de cette opinion dominante qui se dégage à travers l'analyse que fait la presse? C'est un point particulièrement important qui est d'ailleurs presque impossible à mesurer en termes de puissance. Comment est-ce que vous voyez ça, Caroline? On a clairement merdé sur l'affaire Grégory. Ce que je sais, c'est que Robert Badinter a toujours considéré que Jean Kerr, le journaliste de Match qui a suivi toute l'affaire depuis le début, était le meilleur. Et après ça, il prenait des airs mystérieux, mais il disait toujours que Jean Kerr avait réussi à faire avancer cette affaire. Non, mais il ne s'agit pas de mettre en œuvre, de dire voilà, Match a merdé. Il y a le journaliste du Républicain Lorrain également qui était poussé, que ça avait fait que ça aille toujours plus loin. Alors après ça, moi, j'ai pas tous les éléments, mais évidemment que la presse s'y est intéressée, a rebondi. C'est une affaire à rebondissement, c'est comme un feuilleton. Enfin, c'est jamais fini cette affaire Grégory en réalité. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est revenu dessus X fois au fil des ans. Jean-Yves Leblanc, on utilise la presse quand on est avocat? Je n'aime pas le mot utiliser. J'imagine bien, mais enfin. Derrière utiliser, on entend instrumentaliser. Et puis vous sous-estimez vos confrères. Ils résistent à l'instrumentalisation avec succès. Mais il est évident que les avocats veulent essayer de faire passer leur analyse du dossier, comme les autres parties d'ailleurs, et que la presse est un extraordinaire relais pour ce faire. Mais vous savez, on a parlé de beaucoup d'interventions extérieures, notamment celle de la presse, qui n'est pas un organe de la justice. Il y en a un dont on parle peu, et c'est l'État, et plus précisément le président de la République, qui dispose d'un droit de grâce, héritage du pouvoir des rois qui détenaient la justice et il y avait une partie de justice déléguée aux juges et une partie de justice retenue. Et cette notion de grâce dont on a le sentiment qu'elle se reporte à des phénomènes bien anciens est extraordinairement moderne. Regardez l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est tout récent. L'affaire Jacqueline Sauvage, dans laquelle le président de la République de l'époque, c'était François Hollande, considérant que finalement le meurtre de son mari, alors qu'elle était violentée, voilà, victime de violences depuis de nombreuses années, ne méritait peut-être pas les 10 ans, je crois, de réclusion criminelle qui avaient été prononcés contre elle. Le président de la République donne une première grâce qui permettait à Jacqueline Sauvage d'arriver au moment d'exécution de sa peine où elle pouvait être mise en liberté conditionnelle. Que font les juges ? Peut-être d'ailleurs en réaction à cette intervention
de quelqu'un qu'il ne considère pas comme légitime dans l'organisation de la justice. Il refuse la mise en liberté. Et il a fallu qu'une seconde grâce du même président de la République arrive à éteindre la peine pour qu'elle sorte. Donc il y a, si vous voulez, s'agissant de la justice, une sorte d'autonomie de la puissance judiciaire qui est affirmée, mais il y a cette extraordinaire influence de la presse dont on a parlé, et aussi, marginalement, cette influence, par exemple, de la grâce qui intervient, au fond, pour contrecarrer une décision de justice. Rappelons-nous que Dreyfus avait été gracié, lui aussi. En 1906. Non, avant. D'ailleurs, on avait... C'est le second procès. Oui, au second procès, il a été à nouveau condamné. La justice, qui était une justice un peu particulière, c'était une justice militaire, la justice n'a jamais reconnu l'innocence de Dreyfus. Il a été gracié par le président de la République. Certains ont considéré qu'il aurait dû refuser la grâce, mais enfin, bon, ils n'étaient quand même pas à sa place à l'île du diable. Hein. Bon, de telle sorte qu'il a été gracié et il n'a été réhabilité que plusieurs années après, en 1906, justement. Donc, vous voyez, des éléments comme la grâce à laquelle on ne pense pas, on considère que c'est une vieille histoire qui n'existe plus, mais dans les affaires importantes, ça a son importance aussi. La justice n'est pas un phénomène solitaire. L'opinion publique et la presse et la voix de l'opinion publique a son rôle. Le président de la République a le sien aussi. J'aime bien cette formule sur la justice militaire qui est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Je vous en laisse la responsabilité. Oui, non, mais je ne sais plus de quelle est. Voilà, c'était juste pour faire un trait d'humour. Vous allez avoir la possibilité évidemment de poser des questions, mais tout ça nous amène à parler finalement de la justice comme finalement un phénomène de société. Maître Le Borgne nous parlait de l'affaire Sauvage. On pourrait la mettre en parallèle à l'affaire Violette Nozière. Enfin bon, ce qui était absolument condamné avec la plus implacable justice il y a 100 ans, va se retrouver finalement jugé totalement différemment aujourd'hui. Parce que la société a changé aussi. Et les tweets et tout ça, enfin maintenant c'est l'actualité permanente. Enfin je veux dire, tout le monde, finalement une pression énorme parce que tout le monde, tout le temps intervient, écrit, envoie. Enfin je veux dire ça aussi, chacun fait partie de... Enfin, chacun se considère un mini magistrat. Enfin, la pression de ce qui sort dans la presse au quotidien. Avant, il fallait vous pensez finalement que le phénomène des réseaux sociaux, c'est une sorte d'ubérisation de la décision judiciaire. Je pense que le phénomène des réseaux sociaux touche les hommes politiques et que on le voit quand on suit un homme politique, il y a quelqu'un dans leur entourage qui fait le résumé de ce que disent les réseaux sociaux ce jour-là sur tel sujet, qu'ils ne peuvent pas, sauf à être complètement inconscients aujourd'hui ou complètement dans la lune, ne pas être... je ne sais pas si influencé, mais ça, oui, bien sûr que ça joue un rôle aujourd'hui. S'ils vivent dans leur temps, évidemment, c'est assez impressionnant même, parce que quand on suit un homme politique, ça m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps, il y a quelqu'un de l'entourage qui suivait, et qu'est-ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, et moi, ça m'a impressionné, parce que je ne pensais pas que ça... Après ça, je ne peux pas analyser le rôle exact que ça joue, mais c'est sûr que c'est une influence importante. Jean-Yves Le Borgne, ces affaires judiciaires sont un formidable reflet également de la société, de notre perception au monde. On parlait de Jacqueline Sauvage. On pourrait rappeler, et vous le faites dans le livre, que Flaubert a été en justice pour avoir écrit Madame Bovary. Mais oui, mais ça, c'est le problème, je dirais, du temps et de la justice. Et ce n'est pas seulement le problème du temps, c'est le problème de l'histoire des mœurs, de l'évolution de la morale. Il y a eu, effectivement, que ce soit Flaubert ou Baudelaire, un temps où on jugeait les auteurs pour immoralité, pour contradiction avec la moralité publique.
Oscar Wilde. Marquis de Sade, mais enfin bon. C'est des situations qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Et ce problème du temps et de la justice fait qu'il faut se méfier des modes judiciaires. Je prends un exemple qui a traversé le temps, celui de l'interruption volontaire de grossesse, qui a été un délit pendant très longtemps, un crime sous l'État français dans les années 40, puis est devenu tout à fait possible de nos jours, sauf qu'elle soit enserrée dans un certain délai de conception. Vous pouvez même être poursuivi en justice si vous refusez, que vous êtes médecin, vous refusez de faire une IVG parfois. Mais bon, donc oui, on en est même arrivé. Un peu particulier. Va se poser pour demain, dire que la société change, quoi. On parle de l'avortement aujourd'hui, mais demain, il y a le problème de la fin de vie assistée, du suicide assisté, qui existe dans des pays qui ne sont pas des pays du bout du monde, hein, la Belgique ou la Suisse, de telle sorte que ces problématiques de morale, ces problématiques de rapport à la vie sont considérablement véhiculées par la justice, selon qu'elle les accepte, qu'elle les intègre dans le champ du possible, ou qu'au contraire, pour l'instant, le suicide assisté n'est pas admis, mais il y a une sorte d'évolution des mœurs qui entraîne l'évolution de la loi et qui change la limite entre le possible, le permis et l'interdit. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ah, Hélène Pilichowski. Mais attends, Hélène, on va t'apporter un micro. Merci. Voilà. Oui, je m'adresse à Maître Le Borgne. C'est toujours très intéressant ce que vous dites, c'est vrai, franchement. Non, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que les difficultés que peut connaître la justice encore maintenant, c'est parce qu'elle est considérée comme une science exacte, ce qui est une erreur, en fait, puisque par définition, c'est un savoir-faire humain. Donc tout ce qui est humain, c'est susceptible d'erreur, évidemment. Donc quand on dit la justice, de manière très impersonnelle, donc cette science exacte et extraordinaire, est-ce qu'on dit quand un médecin se trompe ou commet une erreur, est-ce qu'on dit la médecine a fait ça, la médecine... Non, on ne dit pas ça, on dit tel médecin. Et là, on ne cite jamais le magistrat qui lui-même est responsable d'une erreur. Et ça, c'est étonnant. Et la presse se joue un peu de ça en justifiant souvent les décisions judiciaires, en particulier parfois quand elles sont sévères à l'égard des politiques, par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette erreur-là qui perdure? Alors je tempérerai, si je peux me permettre, avant de passer la parole évidemment à Jean-Yves Le Borgne, mais peut-être pour apporter de l'eau à vos moulins, que le juge Burgot, c'est l'exemple contre-exemple, c'est le type même du contre-exemple sur l'affaire d'Outreau, quoi, où là, il avait été finalement cloué au pilori, et on pourrait également parler du juge Lambert de l'affaire de Grégory et d'autres peut-être, mais je ne vais pas répondre à votre place, évidemment. D'abord, je vous dirais que l'erreur en justice fait partie du système. Comment peut-on dire quelque chose d'aussi horrible? Bien, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que si l'erreur n'était pas possible, si la justice devait systématiquement aboutir à une décision incontestable, quel serait le sens de l'appel? Pourquoi avons-nous des cours d'appel? Pourquoi imaginer que des juges d'appel puissent prendre une décision carrément contraire à celle des juges de première instance? Eh bien, précisément parce que l'erreur est possible, parce qu'elle se glisse dans cette hypothèse et qu'elle a été prévue. Alors, par ailleurs, doit-on accuser le juge et doit-on arriver à une sorte de décision scientifique? La justice n'est pas scientifique. Nous la voudrions telle. Nous espérons qu'elle aboutisse à quelque chose d'incontestable comme l'est la science. Enfin, comme on croit qu'elle est la science. Même si elle est contestée. Mais oui. Bon. Mais vous savez, il y a un très bel article du Code de procédure pénale du temps où le législateur avait une plume inspirée qui disait à peu près « La loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne lui fait aucune obligation desquelles doivent dépendre la preuve et la suffisance d'un élément du dossier. Elle ne lui impose qu'une seule obligation. Avez-vous une intime conviction ?» C'est ça qu'on lit aux jurés
lorsqu'ils sont désignés et qu'on leur explique que c'est cette sorte de conviction profonde qui doit faire la décision qu'ils prononceront et non pas une preuve qui, scientifiquement, ne peut peut-être rien résoudre. Puis il y a des problèmes nouveaux. Je pense par exemple à Marie Bénard, dont toutes les victimes potentielles, hypothétiques, étaient bourrées d'arsenic, ce qui était quand même un petit peu fâcheux pour celui qui plaidait l'innocence à ses côtés. Mais elle a été acquittée, Marie Bénard. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, mais l'arsenic peut très bien provenir de produits agricoles qui entourent les cimetières dans les terres agricoles et avec les eaux souterraines de ruissellement qui vont donner cet arsenic présent dans le corps de ces hypothétiques victimes qui n'ont peut-être pas du tout été assassinées avec de l'arsenic. Aujourd'hui, l'évolution technique est infiniment supérieure. Regardez, moi j'ai vu naître, si j'ose dire, l'ADN en termes de justice. Avant, à mes débuts, lorsqu'on trouvait un mégot sur une scène de crime, on n'en faisait pas une histoire. Aujourd'hui, un mégot, mais c'est extraordinaire. Vous analysez les traces que la salive a pu laisser sur le mégot, de telle sorte que j'ai même vu une situation extraordinaire où quelqu'un qui était coupable de l'action criminelle qu'on poursuivait avait eu l'habileté, pas nécessairement moralement très flatteuse, mais de glisser le mégot d'un autre pour que, en retrouvant le mégot, on désigne le coupable et que ce ne soit pas lui. De telle sorte que, à la fois, il y a une extraordinaire évolution technique, scientifique pour déterminer une culpabilité ou pour l'exclure, mais qu'il y a aussi des pièges de cette nature qui peuvent se présenter aux juges et aux experts qui analysent les situations de crime. Caroline, tu veux rajouter un mot ? Non, moi je pense que... Enfin, moi, ce qui m'a intéressé le plus dans ce livre, c'est le côté passionnel. Voilà, c'est les crimes passionnels, c'est les femmes, c'est les empoisonnements. Je trouve que c'est ce qui... Enfin, moi, c'est ce qui m'a guidée. Mais... D'autres questions dans l'assistance ? Un mot sur le passionnel, peut-être, dont vient de parler Caroline. Mmh. Le passionnel, moi, j'ai connu le temps où le mari trompé tuait sa femme. On était presque dans la situation où le jury compatissait au drame vécu par cet homme et la peine qui tombait était parfois symbolique. Aujourd'hui, féminicide. Aujourd'hui, aller dire à un jury de cour d'assises qu'il l'a tué parce qu'elle le trompait, et alors ? Bon, d'abord, il y a la liberté de la femme qui fait que l'hypothèse qu'elle ait pratiquement mérité le châtiment à cause de son inconduite est une idée qui ne viendrait à personne. Et le respect de la vie humaine est aussi devenu tel que trouver une raison suffisante pour justifier le crime a disparu de notre univers intellectuel et psychologique. On parlait de crimes passionnels. Alors parlons d'une affaire passionnelle et qui résonne, et vous allez voir mon côté évidemment un petit peu malicieux, mais c'est dans votre livre. Vous parlez de l'affaire Gabriel Russier. Alors Gabriel Russier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on est dans la... Bon, oui, oh bah, Hélène, enfin, oui, attends, on va faire... je vais faire un terreau surprise. Faites-moi, voilà, Gabriel Russier. On va pas faire de parallèle. Hein. On va pas faire de parallèle, c'est de mauvais goût. Gabriel Russier, donc cette professeure qui, dans la France des années juste après mai 68, est tombée amoureuse de son élève mineur. Et il y a eu une longue séquence, histoire d'amour. C'était sous Georges Pompidou, il faut le rappeler. C'était sous Georges Pompidou. Bah, vas-y, raconte-nous un peu, Caroline. Non, c'est-à-dire que... Mais dans le micro. Bon, évidemment, Gabrielle Russier est allée en prison. Elle s'est suicidée en prison. Ouais. Ça paraît aujourd'hui incroyable déjà d'aller en prison. Et lors d'une conférence de presse, Georges Pompidou a été interrogé là-dessus. Et il a cité avec sa voix et le ton d'un intellectuel professeur de lettres, un poème d'Éluard,
toute la salle était bouleversée. Il a été absolument génial parce qu'en plus, il a eu l'esprit d'à propos. Je ne pense pas du tout qu'il imaginait, vu l'époque où les conférences de presse à l'Élysée étaient quand même très maîtrisées, où on passait surtout le micro aux gens qui posaient des questions gentilles. Il n'a pas du tout imaginé qu'on lui poserait cette question. C'était, comme on dirait, en classe hors sujet, mais il a répondu avec sensibilité, beaucoup de panache et d'émotion. Voilà, c'était l'époque où le président de la République était aussi capable de citer Éluard de mémoire. Voilà, et évidemment, une affaire qui serait jugée différemment aujourd'hui. Encore. Oui, c'est à la fois l'illustration de l'évolution des mœurs. Aujourd'hui, une histoire d'amour telle que celle-là, je pense, susciterait plus l'émotion que le scandale. Déjà à l'époque, on était un peu à la limite des choses. D'ailleurs, le président de la République était quand même assez gêné parce qu'il ne voulait pas, dans sa réponse, désavouer l'attitude judiciaire. L'autorité judiciaire voulait qu'il y ait une condamnation, même si elle était plus ou moins symbolique, mais il fallait qu'il y ait une condamnation pour que la suite soit une poursuite disciplinaire et qu'au fond, la malheureuse Gabrielle Russier soit mise un peu à l'écart de l'éducation nationale. Donc il fallait qu'à la fois, je pense que c'était sincère, il exprime sa compassion pour une mort qui finalement avait pour cause l'amour, ce qui évidemment était de nature à bouleverser tout le monde, et de l'autre, ne pas attaquer directement la décision de justice, d'où ce poème d'Éluard, qui était d'ailleurs, faut bien le dire, un peu sibyllin, pour qu'on le rapproche de cette affaire, mais qui montrait... Ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un effet de souffle, parce que quand vous citez Éluard, c'est difficile de répliquer quelque chose, et puis en plus, ça fait chic et présidentiel, surtout pour un président qui avait écrit une anthologie de la poésie française. Oui, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que les conférences de presse, enfin, on le sait, c'était surtout à l'époque, c'était difficile d'attraper le micro. On ne donnait pas le micro à des journalistes sous Pompidou d'extrême gauche. Enfin, les journalistes de l'Humanité, par exemple, attrapaient difficilement le micro. Donc tout ça a été contrôlé. Et il a eu un réflexe. Il ne pensait évidemment pas qu'on allait lui parler de ça. Donc on voit que la culture l'a emporté sur le reste et le réflexe très politique, finalement. Aujourd'hui, je ne sais pas si on demanderait au président Macron dans une conférence de presse si on lui parlerait de ce sujet. C'est pas certain, non. D'un élève séduit par sa professeure. C'est pas absolument certain que ça ferait l'objet d'une question de conférence de presse, mais il y a de moins en moins de conférences de presse, comme on sait. Voilà. Alors, et puisqu'on va bientôt conclure, je voulais quand même terminer par une photo qui est évidemment l'une des plus célèbres de cet ouvrage, un procès les plus retentissants du siècle dernier, le procès de Nuremberg, qui ouvre, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais véritablement une nouvelle dimension de la justice, puisque là, on est sur une justice internationale et la définition de crime contre l'humanité. Une justice évidemment qui résonne encore aujourd'hui dans l'actualité avec le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Ce procès 1945 qui va durer 1 an, il a définitivement marqué l'histoire. Bien sûr que c'est un procès important dont on parle avec difficulté, même après les décennies qui se sont écoulées, compte tenu de l'émotion qui existe encore dans tous les esprits sur les faits qui ont justifié le procès de Nuremberg. Mais je voudrais souligner quelques éléments de cette justice internationale. Une justice nationale repose sur des lois. Et il existe un principe qui est un principe édicté par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est le principe de l'égalité, l'égalité. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être poursuivi et moins encore condamné si les faits que l'on vous reproche n'ont pas été antérieurement prévus et rendus condamnables par une loi. Or, la justice internationale n'a pas de loi, puisqu'elle ne repose pas sur un corpus juridique qui est celui d'un pays.
Et notamment à Nuremberg, on a défini, d'ailleurs on trouve ça dans les livres de droit, c'est au procès de Nuremberg qu'on a défini le crime contre l'humanité. Ah oui, cela veut dire que ceux qui ont été jugés à Nuremberg ont été jugés en fonction d'une incrimination qui n'existait pas encore, et moins encore quand ils ont commis les faits qu'on leur reprochait. Alors, soyons clairs, hein, la mort des grands dignitaires du nazisme n'est pas de nature à créer une quelconque émotion, sauf peut-être dans quelques esprits un peu particuliers, mais sur le terrain du principe, la justice internationale, elle est au fond un peu une justice d'une moralité qui s'institue comme le corpus d'une loi. Que l'on lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, puisque vous y faisiez allusion. Bon, c'est un peu la même chose. On n'a pas envie de sortir son mouchoir pour essuyer une larme. On se dit que finalement, s'il est un jour arrêté et condamné, il l'aura bien cherché. Mais, d'un point de vue de régularité juridique, comment est-il possible qu'une Cour pénale internationale veuille engager une poursuite contre un pays, parce que c'est quand même le dirigeant d'un pays, qui n'a pas souscrit à l'autorité de la Cour pénale internationale, et sur le fondement d'une notion qui est somme toute relativement vague, même si le crime de guerre aujourd'hui est quelque chose qu'on connaît mieux que dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a quand même à la fois, je pense, une extraordinaire utilité de la justice internationale, en ce sens qu'elle permet que la souveraineté nationale ne soit pas le socle du crime de masse, et qu'elle fasse peser une menace sur les dirigeants. Mais de l'autre, il faudrait aussi que l'on définisse de manière très précise un corpus juridique qui donne à cette justice internationale une référence, et qu'au fond, ceux qu'on juge ne le soient pas en fonction du bien et du mal. Car le bien et le mal, ce sont des notions que chacun apprécie en fonction de sa subjectivité. Voilà une réflexion, car je pense que la justice internationale va de plus en plus se développer. Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que la justice internationale est l'avenir de la justice ? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir une forme d'uniformisation des justices, comme ça peut d'ailleurs déjà être plus ou moins le cas en Europe, avec une Cour européenne de justice qui est au-dessus, quoi. Enfin voilà, quoi. Est-ce qu'on va vers ça ? Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que la justice nationale, parlons de la justice française, se veut complètement indépendante de tout pouvoir autre que le pouvoir judiciaire. Et elle s'estime être un pouvoir autonome. Est-il possible, quand on est une justice nationale, d'être complètement indépendant de l'autorité politique ? Ça n'est pas certain. Va-t-on en tirer la conséquence que parce qu'on ne peut pas être indépendant du pouvoir politique, il faut que la justice soit déconnectée de sa relation à un pouvoir politique, c'est-à-dire à un caractère national? C'est encore un autre sujet. Comment pourra-t-on constituer un corps de loi qui soit international? Ça sera compliqué, c'est déjà pas facile de faire voter une loi en France. Imaginez qu'il faille qu'elle soit européenne, ça serait quand même compliqué aussi. Et puis, il y a la réticence, car j'évoquais le fait que la Russie n'a pas reconnu l'autorité de la Cour pénale internationale, mais les États-Unis non plus, comme par hasard. C'est-à-dire, lorsqu'une puissance... Guantanamo, Eh oui, quand une puissance est assez forte pour pouvoir exercer son pouvoir coercitif jusqu'au crime, elle ne veut pas que quiconque y mette le nez et se mette à juger ce qu'elle a fait. Ce qui pose un problème de situation, je dirais, d'agrément de cette justice internationale et aussi de parallèle entre la justice nationale qui est liée à l'évolution des mœurs, qui est liée à la morale dominante, on en a parlé tout à l'heure. Comment pourrait-on avoir une justice dont les critères de référence, les critères de jugement soient unanimement reconnus? Si vous imposez
à des gens d'une autre civilisation des critères qui sont les nôtres, est-ce qu'on est dans la justice ou pas? C'est ça le principe de l'égalité. Si vous considérez que finalement l'Occident, comme on dit, l'Occident a ses valeurs, a ses critères. Mais enfin, d'abord, est-ce que ce sont toujours les mêmes? L'Amérique, c'est l'Occident, et l'Amérique ne veut pas entendre parler de la justice internationale. Alors, est-il si juste que cela d'imposer à des êtres qui ne les connaissent pas, et qui en tout cas ne les reconnaissent pas, des principes moraux de comportement tels que ceux qui sont le socle de la justice internationale, on va dire européenne pour faire simple, je ne suis pas sûr que ce soit si évident que cela. Mais la vraie question, c'est que chaque civilisation, chaque nation, chaque peuple, presque chaque individu est convaincu que son échelle de valeur, que sa référence juridique qui elle-même transmet, supporte cette référence de valeur, représente l'incarnation du bien. Quand arriverons-nous à l'universel ? Je ne sais pas. Eh ben, ça pourrait presque nous faire une phrase de conclusion, mais je vais quand même demander à Caroline de conclure. On arrive au terme de cette rencontre. Vous savez qu'il y a un vieux principe, on dit on ne parle pas après Maître Le Borgne au tribunal. Oui, mais comme on n'est pas dans un Français, tribunal et qu'on est au Presse Club, on ne parle pas après Caroline Pigozzi au Presse Club, si vous voulez, c'est ça. Non, mais ça va nous servir de conclusion. Vous me disiez tout à l'heure, chaque fois que je vais dans un pays, et Dieu sait que vous êtes allé dans des pays pour accompagner... j'ai fait le tour du monde grâce à mon métier. Vous allez toujours visiter un tribunal. Oui, absolument, mais ça c'est Robert Badinter qui m'a appris ça, et parce que c'est lui qui m'a poussé à aller à l'école de journalisme quand je voulais devenir journaliste. J'ai connu toute jeune quand on skiait. Et il me dit, quand on n'a pas le temps, qu'on arrive dans un pays, il faut aller dans un tribunal. Et donc, c'est un vieux réflexe. Et je le fais toujours, si je peux. Parce que qu'est-ce que ça dit, le tribunal ? D'abord, on voit si c'est un bâtiment moderne, on voit entrer des avocats, on voit sortir des juges. Enfin, on respire l'air du pays. Je ne sais pas comment dire, on respire l'air du temps. On s'imprègne. On voit, quand on est dans un tribunal... à Buenos Aires, c'est pas comme quand on est dans un tribunal en Italie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un détail, mais on voit comment sont le personnel à l'entrée du tribunal. On voit si on vous demande vos papiers. Vous voyez, on sent très peu, mais on comprend un petit peu quand même. Je dis ça, et puis je vais dans les marchés. Parce que c'est important de voir ce que les gens vendent, ce que les gens mangent, comment les gens sont. À Moscou, je me souviens, quand on était encore sous un régime qui n'était pas démocratique, j'allais au marché kolkhozien. Je voulais voir comment c'était. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est démocratique ? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est une autre forme d'autorité. Voilà. Et oui, et après ça, je vais dans un supermarché. Et je vois les supermarchés où il n'y a que des produits américains, par exemple. Vous voyez, où la dominance c'est Heinz et toutes ces... C'est très intéressant. Bon, ça c'est très intéressant. Allez voir les tribunaux quand vous êtes à l'étranger. Et puis si vous voulez vous promener dans l'histoire de la justice, lisez donc cet ouvrage de Caroline Pigozzi, Jean-Yves Le Borgne, Accusé, levez-vous. Je vous répète, si vous le souhaitez, et avec une dédicace, on prend les commandes, Isabelle va s'en occuper. Merci de votre attention et applaudissements pour nos deux intervenants.